Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureux de vous accueillir sur cette nouvelle édition d'iMedia Brand Summit 2016. Au nom de toute l'équipe de Comexposium, on est très heureux de vous accueillir pour ces 2 jours qui sont un concentré de business, d'inspiration et de networking. Un événement qui a été rebrandé cette année, qui s'appelait précédemment Digital Marketing One-to-One. Et suite à l'acquisition par Comexposium des salons AdTech et des événements rencontres d'affaires iMedia, a changé de nom pour devenir iMedia Brand Summit et intégrer un réseau d'événements international que vous voyez ici et qui est présent sur 4 continents. Donc on est en mesure de vous accompagner désormais aussi à l'international sur nos événements iMedia. Parce qu'un événement ne se fait pas seul, je souhaitais remercier en introduction toute l'équipe qui m'a accompagné sur le montage de cet événement. Vraiment un grand merci aux équipes commerciales, aux équipes communication, aux équipes logistiques également et relations clients qui font et qui vont faire de cette édition, on l'espère bien entendu, un succès. Comme je vous le disais, iMedia Brand Summit, c'est une promesse. C'est une promesse de concentrer, de business, d'inspiration et de networking, qui sont les 3 piliers, l'ADN de ce type d'événement, qui est un événement qui est très concentré, qui est très dense. On a 2 jours qui vont être rythmés entre des plénières, dont cette keynote d'ouverture. On a le plaisir d'accueillir Joël Derenay qui va intervenir juste après moi. Des moments également de networking avec les déjeuners, donc un cocktail déjeunatoire ce midi et un déjeuner assis demain. Petite nouveauté pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, c'est un déjeuner assis puisqu'on considère que le 2e jour, vous êtes un petit peu plus fatigué suite à la soirée idéale. Et effectivement, cette soirée idéale qu'on ne présente plus, enfin, je l'espère, qui est la soirée digitale. Donc on a privatisé à nouveau pour vous le marché de Biarritz. Et on fait revenir les marchands qui mettent leur étal au format cocktail pour une soirée très conviviale aux accents très, très basques. Mais c'est aussi des instants de business. Donc juste après cette keynote et après le déjeuner, nous ouvrirons les espaces de rendez-vous sur le Bellevue. Parce que c'est un événement qui est très dense et très concentré, on met à votre disposition un certain nombre d'outils. Le guide du participant que vous avez dû avoir dans les tote bags qui vous ont été donnés à l'entrée, mais également l'appli mobile qui est l'outil indispensable à votre participation, où vous allez retrouver toutes les informations utiles, mais aussi votre agenda personnalisé. Comme je vous le disais, iMedia Brand Summit, c'est beaucoup de business, d'inspiration et de networking. Le business avec les partenaires, fournisseurs de solutions marketing que l'on a sélectionnés pour vous, pour cette nouvelle édition et que vous allez pouvoir rencontrer en rendez-vous one-to-one à partir de 14 h cet après-midi sur le Bellevue. Nouveauté 2016, iMedia Brand Summit met en avant les innovations avec une sélection de sociétés que vous voyez apparaître ici qui proposent des innovations digitales et que vous pourrez voir sur la zone iMedia satellite qui est juste à côté de l'espace de la Rotonde. Également, dans le cadre du Bellevue, parce que nous sommes là aussi pour vous informer, nous avons mis en place avec l'un de nos partenaires qui est AID, un corner d'information où vous allez pouvoir retrouver les gens de la DGCCRF qui vont vous informer sur l'initiative Blocktel. Alors Blocktel, on est en plein dans l'actualité, vous l'avez peut-être vu ce matin dans les médias et auparavant. C'est une liste dans le cadre de la loi Hamon où les consommateurs vont pouvoir s'inscrire pour s'opposer à tout démarchage commercial. Donc si vous voulez vous renseigner sur cette directive, on a la chance d'avoir des gens de la DGCCRF présents sur l'événement, à côté du stand de AID, donc pour l'initiative de Blocktel. Également sur l'événement, avec notre partenaire Dolmen, un grand jeu concours, et nos partenaires également, les Échos et la MMA, où vous pouvez gagner au travers des bornes que vous verrez dans l'allée B du Bellevue. En scannant votre badge, vous serez automatiquement reconnu et à travers d'un jeu de grattage, gagner des abonnements aux Échos d'1 an, donc abonnement numérique et également papier, mais aussi le Yearbook 2016 de la Mobile Marketing Association, qui est la bible du marketing mobile. Et nous remercions bien entendu notre partenaire, la MMA, de nous offrir justement et de vous offrir, au travers de ce jeu concours,
cette Bible du marketing mobile. Autre jeu également, vous pouvez participer à notre jeu Top Tweetos, c'est-à-dire que si vous participez activement au travers du hashtag IMFR16 sur Twitter, vous avez la possibilité, si vous arrivez dans les 4 premiers Top Tweetos, de gagner également un abonnement aux Échos pour un an, numérique et papier. iMedia Brand Summit, deuxième pilier, c'est le networking. J'en parlais précédemment. 2 déjeuners au casino, donc juste après cette conférence. Un cocktail déjeunatoire. Donc le casino est situé à 150 mètres du Bellevue, mais bien entendu, nous vous accompagnerons juste après la conférence pour ce déjeuner et le déjeuner assis de demain midi. Mais aussi la grande soirée digitale avec la nouveauté de cette année. On a le plaisir, et j'aurai le plaisir de vous accueillir au marché de Biarritz avec le chef Christian Etchebest, grand chef Christian Etchebest que vous devez certainement connaître, qui est aussi une personnalité médiatique puisqu'il a fait partie du jury de Masterchef. Donc il cuisinera, on aura la chance qu'il cuisine pour nous les produits frais locaux dans le marché de Biarritz. Last but not least, iMedia Brand Summit, c'est aussi beaucoup d'inspiration. C'est un événement qui est monté pour les annonceurs, par les annonceurs, et donc on s'appuie sur un comité éditorial que vous voyez apparaître ici, que je remercie chaleureusement pour leur contribution et pour le temps qu'ils nous ont donné, puisqu'il est précieux. Nous avons beaucoup réfléchi dans le cadre d'une matinée autour des thématiques qu'il était important de voir apparaître au programme de cette édition, le but étant bien entendu de coller au plus près à vos problématiques du moment. Et c'est vrai que dans le cadre de cette matinée d'échange qui a été passionnante et passionnée, c'est très vite imposé une thématique transverse qui est la thématique de la Customer Experience. Alors pourquoi la Customer Experience ? C'est vrai qu'on est arrivé à une étape vraiment charnière, je pense que vous le savez tous, par rapport au comportement consommateur, qui n'est plus le consommateur d'il y a 10 ans et qui n'est plus non plus le consommateur d'il y a 3 ans. Aujourd'hui, les consommateurs ont clairement pris le pouvoir au travers de ce qu'on met à leur disposition en termes de nouvelles technologies, mais aussi de sources d'informations. Et ils ont envie de consommer en tout lieu, à tout moment, de façon multicanale, sans couture, vivre des émotions dans le cadre de leur consommation, qu'ils puissent avoir un échange conversationnel avec les marques, plus une communication top-down de la marque vers le consommateur, mais vraiment un échange et en contrepartie, ils s'engageront de plus en plus auprès de vous. Ce nouveau consommateur, on peut le définir sous une appellation qu'on a trouvée qui est l'appellation de la Generation CX, et on a une petite vidéo pour vous illustrer ça. Did you hear that? That's the balance of power changing. We are your neighbors, your brothers and sisters, co-workers, kids, your grandmothers. We're the driver sitting at the red light next to you, the other passengers on the plane. And now we have the power. It used to be Madison Avenue, census data, focus groups, secret shoppers. It used to be jingles, endorsements, infomercials, coupons. It used to be, the customer is always right, said those who didn't listen. But that was yesterday. Today we found our voice. We are strangers, but we are organized. We won't wait for your big data. We want whatever, whenever, wherever. 9 to 5. We live 24 hours a day. We are a moving target. We move fast. We are a movement. We are cutting cords, changing the way things work. Status quo, status no. We brought down the taxi industry, but we are not the enemy. We are your opportunity. We are growing, getting better at getting better. We are your path to success, if you can keep up with us. We'll be on the winning team because we'll pick the winners. We are not millennials. We are families with more Facebook followers than you. We are not baby boomers. We are grandmothers who order Christmas gifts from a touchscreen. Gen X. Gen Y? No. We are Generation CX. And you can be too, if you listen to us. Create for us. Join us.
Generation CX. Waouh! Évidemment, vous l'avez compris, cette vidéo n'a pas pour but d'être anxiogène. J'espère que vous l'avez compris. En tout cas, on va essayer de vous expliquer pourquoi pendant toutes les plénières de l'événement. Mais vraiment, vous dire qu'aujourd'hui, le consommateur, à partir du moment où on est à l'écoute de ses attentes, à partir du moment où on le considère pour ce qu'il est, c'est-à-dire un humain doté d'émotions et pas un robot, à ce moment-là, on a tout à y gagner. Et on va essayer justement, au travers de notre programme, de vous donner les clés pour atteindre cet objectif, enfin, objectif qui est en fait double. Quelle est la bonne stratégie, quels sont les bons outils pour pouvoir atteindre cet objectif, donc d'individualisation, de créativité et d'émotion, avec, comme vous le voyez, une table ronde sur les DMP qui sera cet après-midi à 18h, et demain à 12h15, une keynote exceptionnelle de David Ching, qui est le digital prophète d'AOL, qui nous parlera de data et de créativité. Toujours sur la créativité et l'émotion, une table ronde demain à 18h, donc le 2 juin, avec un panel également exceptionnel d'intervenantes, et qu'on est très fiers d'accueillir sur l'événement, pour nous parler de co-création, de crowd marketing. Comme je vous le disais, deux aspects, stratégie et créativité, émotion, outils, mais également un grand aspect organisationnel, c'est-à-dire que nos entreprises doivent se mettre en ordre de bataille pour injecter le digital et insuffler cette culture au sein de nos organisations. Deux plénières sur le sujet, une plénière très orientée métier demain matin à partir de 9h avec également un superbe panel qu'on a appelé Nouvel Ordre des adorateurs de la CX. Alors surtout, n'ayez pas peur, ce n'est pas une secte, hein, mais en tout cas, ils sont là pour répondre aux dieux clients. Mais sans plus attendre, j'ai l'honneur et la joie d'accueillir une personnalité du numérique, docteur S-Sciences, conférencier, auteur de best-sellers, mais également personnalité locale, sportif aguerri, sportif acharné, un des premiers à avoir pris une planche de surf pour affronter les vagues de Biarritz. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement avec moi Joël de René. Alors j'ai choisi de vous montrer une petite vidéo parce que nous sommes à la capitale du surf européen et vous avez les 5 tuyaux pour bien manager votre entreprise digitale de 2030. Regardez bien, prenez des risques, poussez vos limites, pas trop quand même. Vous nécessitez une implication personnelle jusqu'au bout. Vous devez aussi ne pas hésiter, sinon c'est la catastrophe. Il faut bien faire attention à ce que l'on fait, regarder autour de soi, tenir compte de la concurrence, adapter la trajectoire de son entreprise, comme cette personne qui va passer sous le tube, qui est absolument essentiel. Ne pas démarrer trop tôt ni trop vite, parce que si on accélère trop, bien sûr on peut passer sous le tube, mais on peut aussi se faire ramasser. Attention, le principal aussi, c'est pas seulement de surfer la vague du futur de l'entreprise digitale, c'est aussi de se faire plaisir. Alors nous sommes effectivement dans la capitale du surf, à Biarritz, et c'est pourquoi j'ai choisi, grâce au thème qui est le vôtre, surfer la vague de l'entreprise digitale de 2030, de vous parler de toutes ces conditions qui vont définir vos entreprises de 2030. Et j'ai voulu insister sur cette notion de prise de risque, cette notion d'adaptation, et ce principe aussi de surveiller son environnement, de s'adapter en temps réel. Ce sont les mots-clés de l'entreprise du futur. Parce que nous sommes en train de rentrer, grâce au numérique, dans ce que j'appelle la société fluide. Et cette société fluide qui est en accélération, elle aplatit les structures pyramidales, le pouvoir devient transversal. Nous ne sommes plus seulement dans un pouvoir pyramidal, j'en donnerai des exemples et j'en parlerai.
et nous sommes dans une accélération permanente. Voilà les nouveaux critères de cette entreprise digitale qui est en train de se dessiner et qui est déjà là. L'aplatissement des structures pyramidales, l'adaptabilité, tenir compte de la concurrence et cette fantastique accélération. C'est d'ailleurs ce que fait le surfeur en permanence, puisque le surfeur doit s'adapter. Il est en fait, regardez, beaucoup de gens voient des surfeurs ou des surfeuses, ils disent « mais c'est extraordinaire, regardez, ils sont en équilibre ». Mais pas du tout. Le surfeur n'est pas en équilibre. S'il est en équilibre, il tombe. Parce que sa planche bouge, la vague bouge, il doit corriger ces déséquilibres en permanence. Donc la notion du surf, c'est le déséquilibre contrôlé, l'équilibre dynamique. L'adaptation et la prise de risque, ce sont aussi les critères des entreprises numériques de demain. Alors justement, ces entreprises vont être confrontées à ce qu'on appelle de plus en plus des disruptions fondamentales. Et je voudrais vous en donner quelques-unes pour illustrer l'environnement dans lequel ces entreprises digitales de 2030 vont se trouver. J'en ai choisi 5. D'abord, la première des disruptions fondamentales, c'est évidemment la communication, puisque nous sommes en train de passer d'Internet, qui est déjà derrière nous, à un écosystème numérique. Un écosystème numérique, ça veut dire que tout est connecté. La voiture, la télévision, le smartphone, les objets que vous allez acheter dans un supermarché, c'est l'écosystème numérique. Le deuxième élément fondamental, c'est la fusion du numérique et de l'énergétique. Vos entreprises de 2030 seront confrontées à l'entreprise durable, à la nécessité d'économiser l'énergie et de rentrer dans ce que l'on appelle de plus en plus l'économie circulaire par rapport à la traditionnelle économie linéaire. La troisième grande rupture, c'est la coproduction décentralisée grâce à la fusion du numérique et de quantité d'outils de production décentralisés que j'ai appelés les MUP, les MUP, les micro-usines personnalisées qu'on appelle aussi les imprimantes 3D. La quatrième disruption fondamentale à laquelle seront confrontées les entreprises de 2030, c'est tout le problème lié à la santé, qu'on appelle e-health, la e-santé, pour maintenir le capital de l'entreprise dans des bonnes conditions, le capital humain, et pas seulement le capital des bâtiments ou des machines. La e-santé va jouer un rôle fondamental grâce, évidemment, au numérique. Et enfin, le dernier point qui peut paraître le plus étonnant, mais vous verrez par des exemples que je vous donnerai, c'est la notion symbiotique, la symbiose, c'est-à-dire la vie de plus en plus étroite entre notre corps et l'écosystème environnemental dans lequel nous entrons. Parce que cet environnement change et parce que nous changeons. Cet environnement change, qu'il s'agisse d'un amphithéâtre, qu'il s'agisse d'une ville dite Smart City, d'une ville numérique, qu'il s'agisse d'un magasin, de nos bureaux. Comme vous le voyez, ces environnements deviennent intelligents. Les objets sont connectés et grâce à cette extraordinaire télécommande qu'on appelle le smartphone, qui devient une télécommande, nous pouvons cliquer dans l'environnement. Et en cliquant dans cet environnement, nous pouvons faire apparaître toute une série de fonctions que nous ne pouvions pas faire apparaître avant. Le monde dans lequel nous vivons encore, dans lequel nous avons vécu, c'est un monde physique. Il y a des interrupteurs, il y a des boutons, il y a des poignées, il y a des volants. C'est donc un monde physique. Maintenant, ce monde devient bioélectronique. C'est-à-dire que la connexion du corps avec l'électronique, et notamment avec le smartphone, va nous permettre de plus en plus de cliquer dans notre environnement. Par exemple, l'environnement change, c'est l'environnement de nos maisons, de nos bureaux, grâce au numérique. Rappelez-vous ce vieux mot de la domotique comme Internet. La domotique, c'est fini. La domotique, c'est constant, grâce à ce qu'on appelle maintenant l'interopérabilité. Le mot est compliqué, mais il veut dire qu'avec Bluetooth, avec Internet, avec le protocole Internet, avec les télécommandes dont je parlais, que vous voyez là, j'ai mis le smartphone comme une petite maison, on peut contrôler des quantités de fonctions, vous les voyez là, ce n'est pas la peine de les décrire, dans la maison, dans le bureau. Mais surtout, cet environnement change grâce à ce que l'on appelle de plus en plus la réalité augmentée et la réalité virtuelle, qui tous les deux pour le marketing, nous sommes ici pour parler de marketing, vont jouer un rôle fondamental dans l'entreprise de 2030. La réalité virtuelle et la réalité augmentée veulent dire que notre cerveau, nos yeux, ont accès à ce que nous ne devons pas accéder normalement. Notre cerveau voit des choses que l'on ne voit pas.
avec la réalité augmentée, grâce à l'écran du smartphone. Par exemple, les notaires ont une extraordinaire application que je trouve vraiment utile. Vous la téléchargez gratuitement sur votre smartphone, vous vous baladez dans la ville de Bordeaux ou la ville de Paris, vous pointez votre smartphone sur le premier étage de bâtiment ou de bureau et vous avez le prix au mètre carré de chaque bureau ou de chaque habitation. Votre œil ne le voit pas, il n'y a pas d'affiche, mais ça c'est la réalité virtuelle. Et de plus en plus, la réalité virtuelle et la réalité augmentée avec l'holographie en 3 dimensions vont nous aider à voir et à agir surtout sur un monde que nous ne voyons pas et sur lequel nous pouvons agir. L'environnement est augmenté, je viens de le dire, il se dote de sens que nous pouvons contrôler avec ces télécommandes virtuelles que sont devenus nos smartphones. Mais nous changeons nous aussi. Nous devenons, grâce au numérique, des hommes et des femmes augmentés. Dans nos poches, nous avons ce que jadis on appelait des PC. Vous vous souvenez, il y a 10 ans, le personal computer, le PC, il est là. Il y a toutes les fonctions que l'on veut. Écrire, communiquer, calculer, aller sur Internet. C'est 100 000 fois plus puissant que les ordinateurs qui ont permis d'envoyer un homme sur la Lune du projet Apollo, il n'y a pas tellement longtemps. Donc cette accélération incroyable fait que les 15 prochaines années, rappelez-vous Apollo, c'est il y a très longtemps, les 15 années précédentes, en l'an 2000, c'est 15 ans précédents, il n'y avait ni iPad, ni iPhone, Google avait 1 an, il faut quand même réaliser cette importante accélération. Donc nous devenons des hommes et des femmes augmentés, capables d'avoir plus de sens que ceux avec lesquels nous sommes nés. Nous avons 5 sens, maintenant nous avons 7 ou 8 de plus. Nous avons le sens de l'orientation avec le GPS, nous avons le sens de l'ubiquité avec les webcams, nous avons la possibilité de savoir, s'ils le souhaitent, où sont nos amis, où sont nos enfants, simplement sur un écran, il y a une carte qui nous dit où ils sont. Donc on a des sens supplémentaires que nous n'avions pas avant. Nous sommes des hommes et des femmes augmentés, au même titre que notre environnement est augmenté grâce au numérique. Mais le plus étonnant, ce sont ceux que j'appelle les disrupteurs, qui vont jouer un rôle de plus en plus important dans l'entreprise de 2030. Qui sont ces disrupteurs ? Que font-ils? Comment agissent-ils? D'abord, ces disrupteurs, c'est une génération. C'est la génération qu'on appelait, rappelez-vous encore, il n'y a pas très longtemps, la génération Y, ou la NetGen, les Digital Natives aussi. Maintenant, leur vrai nom, c'est les Millennials. Les Millennials, ce sont ceux qui avaient entre 5 ans et 10 ans au tournant de l'an 2000. Ce sont nos enfants, nos petits-enfants, ce sont ceux qui sont déjà dans les entreprises, même les millennials un peu plus âgés qui ont 30-35 ans, qui créent des tas de start-up dans le monde. Et comme vous voyez ces mots bizarres que j'ai mis pour vous faire un peu rigoler, c'est des MHBG. C'est l'abréviation de mutants hybrides bionumériques géolocalisés. Ce sont nos enfants, ce sont des extraterrestres, nos petits-enfants, ils sont ailleurs. Et ils s'appellent eux-mêmes, vous pouvez googler ce mot bizarre que vous voyez, qui ressemble à un mot indien, la tribu des Ikwiwaiwin, c'est le sigle de « I know what I want and I want it now ». C'est une génération pressée. C'est une génération qui contribuait à changer la société. Ils nous font rentrer dans ce qu'on appelle de plus en plus la société collaborative grâce à l'art de la disruption. Voilà, la société collaborative, c'est la société qu'ils sont en train de créer, que nous créons grâce au numérique, c'est-à-dire une société de la co-création, de la coéconomie, du partage. Vous le voyez de plus en plus dans des émissions de télévision sur des gens qui partagent des objets qu'ils ont usés, des partages des produits agricoles, ils partagent des habitations, ils partagent des voitures. C'est la société de la co-création et du partage, de la co-construction, de la personnalisation aussi. Je vous ai dit qu'ils étaient pressés, I want it now, mais ils veulent des produits personnalisés, très importants pour votre marketing, des produits-services de plus en plus assistés, de plus en plus personnalisés. Et ils sont en train de passer, ils nous aident à passer de la société de l'information, rappelez-vous, c'était le grand mot des années 70-80, ils nous aident à passer de la société de l'information à la société de la recommandation. Ils passent leur temps, grâce aux réseaux sociaux, à se recommander des choses les uns les autres. Va voir ce film, achète ce bouquin, va dans ce magasin, pas dans celui-là.
Cette entreprise est mieux que celle-là, je crois à ses valeurs. Ils s'occupent de l'environnement, mais pas celle-là. Donc, ils sont en train de changer la société, ils y contribuent et ils nous aident à le faire. Alors, comment ils le font? Ils le font grâce à ce que l'on appelle de plus en plus la disruption. Pardon. En retour en arrière, s'il vous plaît. Voilà. La disruption, on l'a traduit par un mot assez simple que j'avais inventé il y a quelques années et que mon cher ami Maurice Lévy de Publicis a repris et a publicisé, que c'est son métier. C'est l'ubérisation. L'ubérisation, c'est la désintermédiation de quantités de structures qui sont trop chères, trop lentes, trop compliquées et qui ne s'adressent pas directement aux besoins des consommateurs. Vous voyez là des exemples d'ubérisation dans les transports, dans le marketing, dans les produits nouveaux, dans le e-commerce, dans la santé. Cette ubérisation, elle est en cours. Alors la grande question, c'est quel est l'art de l'ubérisation et comment ils font? Regardez bien cette diapo, elle est très importante. Cette nouvelle génération d'entreprises disruptives à la croissance la plus rapide de l'histoire, qui s'appelle Uber, Instacart, Alibaba, Airbnb, Netflix, Twitter, WhatsApp, Facebook, Google, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, écoutez bien. Ils constituent des fines couches numériques et structurelles qui se superposent à d'énormes systèmes de distribution où se trouvent les coûts et ils s'interfacent avec une multitude de personnes, nous tous, où se trouve l'argent. Donc ils désintermédient les grandes entreprises de distribution où se trouvent les coûts et ils s'interfacent grâce à des logiciels avec des gens où se trouve l'argent, c'est-à-dire nous. Et ils utilisent pour ça un retour en arrière, s'il vous plaît. Merci. Ils utilisent pour ça des plateformes et des algorithmes qui permettent de mettre en relation l'offre et la demande. Le mot est compliqué, algorithme, mais c'est tous ces logiciels que vous voyez, que vous pouvez télécharger sur iTunes ou sur votre smartphone, des logiciels de mise en relation des gens pour trouver un produit, pour trouver un logement, pour trouver un service, pour trouver un emploi. Et regardez bien que ces entreprises disruptrices, Uber, la plus grande entreprise de taxi au monde, ne possède aucun véhicule. Facebook, le propriétaire de médias le plus populaire du monde, ne crée aucun contenu. C'est nous qui créons des contenus chez eux. Alibaba, la plus importante entreprise chinoise de commerce au monde, n'a aucun stock. Et Airbnb, le plus grand fournisseur d'hébergement du monde, ne possède aucun immeuble. Donc vous voyez pourquoi ils sont tellement disruptifs. Mais en même temps, il y a un risque, c'est que se créent maintenant et en 2030 des monopoles numériques qu'on appelle par exemple GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. On pourrait d'ailleurs dire GAFAMA, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Alibaba. Et NATU, NATU c'est Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, qui utilisent en fait des plateformes tels que nous devenons des pronétaires. J'ai créé ce mot en 1995. Les pronétaires, c'est ceux qui sont pour et sur le net. Ils nous utilisent comme fabricants de valeur ajoutée chez eux. Et grâce au big data, ils revendent cette valeur ajoutée que nous avons créée chez eux à d'autres clients. On croit que c'est des entreprises de publicité ou des entreprises automobiles ou des entreprises de location d'espace. En fait, ce sont des gens qui revendent le big data que nous avons laissé chez eux, la valeur ajoutée que nous avons laissée chez eux, à d'autres clients et se font un bénéfice extraordinaire. Et nous pouvons essayer d'éviter le monopole numérique de ces entreprises-États. Pourquoi je mets entreprises-États? Parce qu'ils ont le budget, la capitalisation boursière, qui représente aujourd'hui les budgets de certains États du monde. Ils sont latéralisés, décentralisés, ils font leurs bénéfices dans des pays dans lesquels ils ne payent pas d'impôts, et ils sont incontrôlables par les États-nations pyramidaux, avec un président ou un premier ministre en haut et des électeurs en bas, que nous sommes tous. Donc il y a une guerre engagée entre ces monopoles numériques et les États-nations, et nous, les consommateurs, les acteurs, les pronétaires, nous pouvons devenir ceux qui peuvent aider à co-réguler ce système par nos achats, par nos actions. Et si vous voulez, dans la discussion, si vous avez des questions là-dessus, j'aimerais bien en reparler avec vous. Donc, il y a aussi, dans ce bouleversement du numérique pour l'entreprise de 2030, et là je dois en dire quelques mots, l'impact du numérique sur les bâtiments, sur les maisons, sur les économies d'énergie, sur les smart cars, sur la smart grid
et sur les villes intelligentes, les villes numériques du futur. Alors tout de suite, quelque chose qui est tellement en discussion qu'il faut carrément le voir sous un autre angle, la transition énergétique dont on nous parle dans notre pays, avec le nucléaire, avec le coût incroyable des nouvelles centrales qu'on veut construire, en fait, la transition énergétique mondiale, elle est déjà en cours. Elle va concerner l'entreprise de 2030. C'est ce qu'on appelle les 3 E, ce que j'appelle les 3 E. Économie d'énergie, efficacité énergétique et l'énergie renouvelable au singulier, même si vous en voyez 12 sur mon schéma que vous connaissez. Au singulier parce que l'art, c'est de les combiner entre elles, de faire en sorte que les énergies intermittentes, comme le soleil ou le vent, soient compensées par des énergies permanentes, que sont la biomasse, la géothermie, l'énergie des vagues ou autres. Donc à ce moment-là, on a un output permanent qu'on appelle en anglais un base load, qui permet aux entreprises, maintenant et en 2030, et aux particuliers de se fournir en électricité ou en énergie quand ils en ont besoin, au moment où ils en ont besoin, à condition qu'on utilise ce que l'on appelle une grille intelligente de distribution d'électricité, en anglais smart grid, qui sont en train dans le monde de se connecter entre elles. Et je dois dire que la France a eu une avance dès le début primordiale sur les smart grids, avec la création de Grid for Europe par l'ancienne patronne de ERDF, filiale d'ailleurs d'EDF. Donc ces smart grids se connectant entre elles dans le monde créent ce que j'appelle Enernet, qui sera plus important qu'Internet, parce que Enernet permettra la transaction sécurisée de vente d'électricité entre les gens et l'avènement d'une véritable démocratie énergétique, alors qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas participer à notre avenir énergétique. Nous sommes déterminés par le pouvoir totalitaire, je le dis franchement, des systèmes pyramidaux et monopolistiques de l'énergie nucléaire et des énergies fossiles. Donc c'est une grande chance que de pouvoir agir sur son énergie pour les entreprises du futur et pour chacun d'entre nous, puisque tel que le donne cet exemple, avec la Smart Grid, on pourra revendre de l'électricité de sa voiture. On pense qu'en France, il y aura 1 million de voitures électriques en 2020, par exemple, peut-être, en Allemagne et en France. Une voiture électrique, elle stocke 4 kW d'électricité. Connectée à la Smart Grid, elle peut représenter ce que j'appelle une batterie sociétale mobile. C'est une batterie qui peut profiter à tous, puisque cette énergie, grâce au Vehicle to Grid, peut être renvoyée à la grille. Vous pouvez vous demander combien ça fait d'énergie stockable. 4 kWh dans une voiture qui reste 95% de son temps en stationnement, soit dans un garage, soit dans la rue. Or, 4 kWh multiplié par 1 million, peut-être de voitures en 2020, ça fait 4 gigawattheures, c'est-à-dire l'équivalent de 4 centrales nucléaires. Donc il y a des possibilités de stockage extrêmement importantes, pas seulement dans les batteries de voitures, il y en a beaucoup d'autres que je ne discute pas, mais qui sont carrément mis de côté par les monopoles énergétiques nucléaires ou d'énergie fossile. On nous dit que ce n'est pas possible le stockage, mais je ne suis pas là pour vous parler de l'énergie, c'est simplement pour vous montrer que les entreprises de 2030 vont avoir à gérer leur budget énergétique d'une manière des 3 E, c'est-à-dire économie, efficacité et énergie renouvelable. Ça va jouer un rôle très important, grâce effectivement au numérique. Ce qui va changer tout, ce sont les bâtiments à énergie positive, c'est-à-dire des maisons, comme vous voyez celle-là, vous regardez dessus, il y a des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques, un digesteur à biogaz avec les déchets de la maison pour faire du gaz méthane et le brûler, éventuellement une éolienne, éventuellement une mini-centrale hydroélectrique. L'important à retenir, c'est bâtiments à énergie positive, c'est-à-dire qu'elles fabriquent plus d'énergie qu'elles en consomment, comme ces bureaux faits par Bouygues et Vinci dans les environs de Paris, qui se développent dans toute la France, qu'on appelle les Green Office, qui produisent plus d'énergie qu'ils en consomment. Ils consomment 37 kWh par mètre carré par an et ils fabriquent 67 kWh par mètre carré par an. Donc, grâce à des économies d'énergie, la production d'électricité avec des panneaux ou avec des éoliennes urbaines, ils peuvent revendre l'électricité au circuit normal. Donc, qui dit énergie positive dit partage. Et déjà, à Brooklyn, aux États-Unis, les gens se vendent de l'électricité entre eux dans la Smart Grid grâce à quelque chose dont je vais vous parler dans un instant, qui s'appelle la blockchain. La blockchain, c'est un moyen sécurisé de transaction
énergétique et monétaire entre les gens d'une manière non modifiable et qui va créer un nouveau pouvoir citoyen dont je dirai un mot tout à l'heure dans un instant. Mais l'énergie et le numérique surtout, c'est aussi pour 2030 évidemment la transmobilité. Beaucoup d'entreprises sont dessus. Blablacar, bien entendu, la SNCF, je parlais tout à l'heure, hier soir, avec quelqu'un qui est ici dans cette salle, avec la communication de la SNCF. Bien entendu, tous les grands transporteurs s'intéressent à la transmobilité, à la fois pour économiser de l'énergie, à la fois pour permettre aux gens de passer d'un train à un véhicule électrique, d'un véhicule électrique à un Vélib s'ils le souhaitent. Donc on le voit là, on le voit aussi avec Uber, qui a complètement révolutionné les transports, et avec Blablacar. Donc la transmobilité et le numérique sont liés. Mais le numérique est lié aussi à la rue intelligente, à la ville intelligente, sans laquelle il ne pourra pas y avoir de voitures connectées autonomes. C'est le projet de Google, mais maintenant de beaucoup d'entreprises. Les grands constructeurs automobiles et même Uber s'intéressent à la voiture connectée intelligente. Mais n'oubliez pas que cette voiture connectée, ce n'est pas un petit robot qui se balade tout seul dans des rues normales. Ça va être de plus en plus une voiture robotisée qui va se balader dans des rues qui lui envoient de l'information numérique. Comme nous, aujourd'hui, nous avons des panneaux de signalisation qui nous disent ralentissez, brouillard, tournez à droite, tournez à gauche, obligatoire. La voiture va recevoir de plus en plus des informations digitales, avec le rôle de l'humain aussi dedans. Toyota se préoccupe beaucoup de ça, qui dans une voiture connectée, tout d'un coup vous dit non, 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 pas ici, à droite, je dois aller acheter quelque chose ici. Et la voiture vous entend, vous écoute et change son mode de conduction. Donc la symbiose dont je parlais tout à l'heure entre la voiture robotisée et l'humain va revenir comme quelque chose d'essentiel. Le retour à l'humain, moi je les appelle le retour à l'humain. J'ai mentionné également la coproduction décentralisée qui va bouleverser les entreprises de 2030 grâce au numérique. La coproduction décentralisée est due à quelque chose qu'on a appelé d'un très mauvais nom, qu'on appelle les imprimantes 3D. En fait, moi j'ai proposé depuis longtemps, dans mon premier article sur ce sujet, dans Le Monde en octobre 2016, de les appeler des MUP, des micro-usines personnalisées. Eh bien, ces micro-usines personnalisées, qui permettent de fabriquer toutes sortes de produits différents, ça va depuis des chaussures, des robes. Vous voyez cette magnifique robe de Dita Ventis, d'ailleurs see-through dress, vous pouvez voir à travers. Elle a été fabriquée par une imprimante 3D. Ces chaussures de Nike ont été faites par une imprimante 3D. En fait, les imprimantes 3D, c'est un mauvais nom. En fait, c'est des additions successives de couches de plastique, de métaux, d'or, d'argent. Leur prix est en train de diminuer, leur vitesse augmente. On peut fabriquer tout type de produits avec des imprimantes 3D. Et on s'oriente aussi, et ça c'est encore presque plus intéressant, vers des bio-imprimantes 3D. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre de l'encre ou du plastique dans les imprimantes, on met des cellules vivantes, et ces cellules vivantes sont projetées sur du collagène, sur des surfaces, et grâce à ça, on peut faire de la peau artificielle. Enfin, de la peau naturelle, puisque ce sont des cellules vivantes, et réimplanter cette peau à des brûlés. Donc, on se préoccupe beaucoup de fabriquer, vous voyez en sous-titre, « Let's print a heart ». Les Américains de Organovo, la société qui a fait ces bio-imprimantes 3D, se préoccupent de fabriquer des organes entiers réimplantables. Donc, les imprimantes 3D vont créer un bouleversement des entreprises de 2030 grâce au numérique, grâce à la coproduction décentralisée. Nous allons voir, nous voyons déjà, ce sont ceux qu'on appelle les makers, que j'ai traduit par les doers dans mon livre Surfer la vie. Le livre Les Makers de Chris Anderson a été un succès mondial. Ces makers créent des micro-entreprises entre eux. Ils se fédèrent dans ce que j'appellerais des coopératives d'indépendants, une tendance importante pour les entreprises de 2030, et ils sont gérés par des plateformes elles-mêmes en relation avec l'offre et la demande. Donc on assiste à un nouveau modèle d'entreprise qui est extrêmement intéressant pour le futur, dont il faudra tenir compte en 2030 grâce à cette coproduction décentralisée. J'ai aussi parlé de la santé. Pourquoi je parle de la santé avec le numérique pour l'entreprise de 2030 ? C'est parce que le management du capital santé de l'entreprise va devenir de plus en plus important. Il y a évidemment le capital financier, le capital des machines, mais le capital humain est essentiel. Ce que l'on appelle la e-santé, c'est la mesure permanente
et l'utilisation de la prévention pour éviter les maladies, vieillir moins vite et se maintenir en bonne santé. J'ai créé un terme qui va vous amuser, c'est qu'on va passer du selfie, qui photographie l'extérieur de votre corps au-dessus de vos amis, au healthfie, c'est-à-dire mesurer l'intérieur de son corps. Voyons un peu tout ça et pourquoi c'est tellement important pour l'entreprise de 2030. Alors, du selfie au healthfie, vous avez compris ce que ça veut dire. Ça veut dire non seulement de mesurer des paramètres internes à son corps, mais les intégrer entre eux. Pas seulement mon pouls, la vitesse de battement de mon cœur, éventuellement de pouvoir mesurer avec une goutte de sang, ni nanogoutte de sang, votre taux de cholestérol ou votre taux de diabète, mais de pouvoir intégrer tous ces éléments entre eux. C'est ce que j'appellerais, et que j'ai appelé dans mes derniers livres, un tableau de bord santé personnalisé. Ça, c'est une révolution pour l'entreprise de 2030. Ça veut dire que les directions de ressources humaines vont pouvoir permettre aux gens, grâce à ces tableaux de bord santé personnalisés, qui d'ailleurs certains d'entre eux commencent à être remboursés par les compagnies d'assurance aux États-Unis, permettent d'avoir un bilan en temps réel de la manière dont vous adaptez votre nutrition, vous adaptez votre exercice, vous adaptez votre sport, vous adaptez le management du stress à votre capacité à manager votre vie. Donc, c'est un marché très important pour les entreprises de 2030 et beaucoup l'ont compris. Google se lance dans la santé avec Google Fit, Apple avec le Apple Kit, le Health Kit, Microsoft se lance dans la santé avec une banque de données qui s'appelle le Microsoft Health Vault. Peut-être que ça vous rappelle le dossier médical personnalisé. J'ai failli dire le dossier médical. Vous avez vu à quel point j'attache de l'importance. À quel point ça vous rappellerait éventuellement, la presse en a énormément parlé, le dossier médical personnalisé. Et la France essaye depuis 20 ans de faire un dossier médical personnalisé. Mais Microsoft le fait. Vous avez toutes les informations concernant une personne que le médecin peut avoir, que l'on peut mettre à jour, qui est encryptée, qui est privée, personnalisée. Nous, pour des raisons de la CNIL, le ministère de la Santé a résisté pendant longtemps. Mais depuis 3 mois, Mme Marisol Touraine a décidé peut-être que ça valait la peine de stocker les gènes des gens pour faire de la médecine prédictive, c'est-à-dire à partir de ce que l'on retrouve de commun dans des maladies comme Alzheimer, Parkinson ou des cancers, détecter des gènes qui correspondent à des protéines contre lesquelles on pourrait faire des médicaments utiles. Donc on va vers ça. Mais vous voyez que les grands du numérique sont déjà dessus. Alors, la fin de mon thème, c'est l'entreprise fluide de 2030. Comment on va travailler dans nos bureaux quotidiens, et je terminerai dans un instant par comment s'adapter, parce que ça c'est la clé de l'adaptation. Donc le mot symbiotique revient ici. Si on sonde les gens, vous connaissez bien les sondages, et on leur demande qu'est-ce qui vous avait le plus frappé dans les 30 dernières années, qu'est-ce qui est pour vous le plus important, les gens répondent à 80%, c'est la com. La télévision, les satellites, le téléphone portable, la communication, Internet. Mais de plus en plus, dans les 20 ou 30 prochaines années, le mot important, ça va être la symbiose. Rappelez-vous, la symbiose, c'est l'association très profonde entre 2 organismes vivants, ou même maintenant entre des organismes vivants et des machines, ou des machines entre elles, c'est la notion symbiotique. Comme vous le voyez, en 1, nous, avant Internet, avant les réseaux numériques, nous portions sur nous toute une série de choses. Une montre, un portefeuille, éventuellement une boussole, un stylo, dans nos poches. En 2, vous voyez que la personne qui est là, elle a un personal web, c'est-à-dire des wearables, des outils portables, notre smartphone, éventuellement quelque chose pour compter vos pas, un bip, toute une série d'éléments qu'on porte sur soi. Mais le 3 est plus important. Vous voyez cette dame qui est là, son smartphone, que j'ai qualifié de télécommande intelligente, permet de cliquer dans l'environnement et donc d'avoir une action sur son environnement et sur les objets connectés. C'est ça la symbiose, avec une voiture, avec la maison. Je vous ai montré tout à l'heure l'importance de l'interopérabilité dans ce qu'on appelait jadis la domotique, dans les bureaux, et de plus en plus dans les bureaux de 2030, on pourra cliquer dans toute une série de fonctions utiles, ou dans la voiture elle-même, connexion avec le tableau de bord de sa voiture pour la faire se placer dans un parking ou l'appeler pour qu'elle vienne vous chercher à un certain endroit. Donc c'est en train de complètement changer cette notion symbiotique des relations entre les humains et des relations entre les humains et leurs propres outils. Mais alors la question, c'est que pour l'entreprise de 2030, nous allons voir arriver, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, de plus en plus de robotique, d'intelligence artificielle.
on va parler des risques que ça représente pour les emplois, bien entendu, mais aussi des logiciels, ce qu'on appelle des algorithmes proactifs, contextuels, capables de prédire, Google vient d'en lancer 2, capables de prédire en fonction de votre carnet d'adresses, en fonction de ce que vous avez recherché sur Google, en fonction de vos derniers rendez-vous, en fonction de vos préférences, des objets que vous avez achetés, de vous prédire, de vous proposer quelque chose. C'est ça qu'on appelle des assistants proactifs contextuels. Ça fait peur, parce qu'ils doivent en savoir beaucoup sur vous, mais ça peut être très utile en disant « Attention, vous êtes en train d'oublier votre prochain rendez-vous avec telle entreprise avec laquelle vous allez avoir le contrat du siècle. » Donc ça va beaucoup changer. Cette intelligence artificielle dans les réunions existe déjà. J'ai testé aux États-Unis et en France des bureaux dans lesquels la salle de réunion est équipée de micros et de caméras qui prennent en vidéo tout ce que nous faisons, qui écoutent tout ce que nous disons. Et grâce à des logiciels qui existent, j'en ai fait le test, vous pouvez avoir le verbatim de tout ce que les gens ont dit, de la parole à l'écrit directement, des résumés de 3 pages, des résumés d'1 page ou des résumés d'un paragraphe. Vous pouvez, grâce à des moteurs de recherche d'images visuelles, rechercher dans la banque de données de l'entreprise la réunion du 4 janvier 2012 et retrouver qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce qu'on a dit, et le transcrire en écrit avec ces logiciels qui existent aujourd'hui. Donc, de plus en plus, ce sont des choses qui vont exister dans vos entreprises de 2030. Mais il y a des mots importants que je voudrais signaler dès maintenant. C'est le BYOD, c'est la blockchain, ce sont les MOOC et c'est le big data. Pourquoi? Parce que ça va faire partie de l'entreprise de 2030. On parle de la mobilité. Rappelez-vous, jadis, on parlait du télétravail. Nous, on est déjà dans le travail à distance. Quand vous téléphonez tout à l'heure en attendant la conférence ou dans un taxi, vous dictez quelque chose à un secrétariat, vous faites ce qu'on appelait jadis du télétravail, que j'appelle les activités à distance. Donc, la mobilité, le télétravail, entre guillemets, se développe d'une manière extraordinaire avec le BYOD, which in English means Bring Your Own Device. Les gens ont dans leur poche ou chez eux des outils beaucoup plus puissants que souvent les outils de ceux qu'on leur donne dans l'entreprise, avec des écrans verticaux, des claviers et des débits de 2 mégabits alors qu'ils ont de la fibre optique chez eux. Donc, Bring Your Own Device, quand vous le pouvez, va accentuer la mobilité et le travail efficace dans l'entreprise. En arrière, la blockchain, c'est une révolution. Je ne le dirai jamais assez, je n'ai pas le temps d'en parler, j'en ai parlé hier soir dans notre cocktail dînatoire à certaines personnes qui sont dans la salle, ils pourront le répercuter. La blockchain, c'est un système de registres encryptés, connectés les uns aux autres d'une manière confidentielle, mais sur laquelle on ne peut pas agir, on ne peut rien changer dans les blocs de la blockchain. Mais par contre, la blockchain va permettre des transactions monétaires, informationnelles entre des individus en leur redonnant du pouvoir sans passer par des intermédiaires classiques. Des transactions financières comme une banque, des transactions immobilières comme avec un notaire, des transactions pour se protéger comme avec une entreprise d'assurance, des transactions pour se vendre de l'électricité dans la smart grid comme ils le font déjà à Brooklyn, grâce à la blockchain. Donc c'est une révolution immense qui est en train de se préparer et à laquelle il faut vous adapter pour l'entreprise de 2030. Le big data est un élément fondamental aussi, puisque le big data va permettre, grâce à des systèmes experts, d'extraire la pertinence d'informations, ce que font les GAFA dont j'ai parlé tout à l'heure. Et pour la formation, dans l'entreprise de 2030, il y aura de plus en plus de massive online open course qui permettent non seulement d'assister à des cours, ça c'est déjà pas mal, mais surtout de correspondre entre les élèves grâce à Skype, grâce à des blogs, grâce à Twitter. Des entreprises comme Coursera non seulement vous donnent les cours du MIT, de Harvard, de Polytechnique ou de la Sorbonne, mais en même temps vous permettent des interactions entre vous pour vous coévaluer. Parce que l'importance des MOOC, ce n'est pas simplement de recevoir des cours, c'est d'être capable de donner à une entreprise les évaluations qui montrent que vous avez suivi les cours et que vous avez obtenu une sorte d'évaluation, de coévaluation des autres personnes qui y participent. Ça encore, c'est grâce au numérique et ça va jouer un rôle très important dans les entreprises qu'on appelle les SPOC, c'est les Specialized Private Open Course. Donc cette formation va jouer un rôle pour s'adapter à ce monde incroyable dans lequel nous sommes. Alors, je vais parler de l'adaptation, bien entendu, maintenant pour terminer.
Mais d'abord, il va falloir aussi savoir se débrancher. Nous sommes confrontés à deux contraintes antinomiques. L'une, c'est la pléthore d'informations, et l'autre, c'est la rareté du temps. Donc il y a un conflit entre pas assez de temps pour faire les choses et trop d'informations qui nous submergent. La plupart des gens qui connaissent le burn-out dans les entreprises et qui vont se plaindre auprès des psys d'entreprise se plaignent du fait qu'ils n'ont pas le temps de faire tout ce qu'ils ont à faire et ils ont trop d'informations qu'ils n'arrivent plus à gérer. Donc, grâce au MOOC notamment, grâce à des cours qu'on donne nous, que moi je donne chez Biotix, il faut apprendre à gérer l'information et à gérer le temps. Et ça se gère. Et quand on le gère, on est une personne complètement différente. On vit différemment. On prend le temps de faire les choses, on prend le temps d'investir du temps pour bénéficier des dividendes temporels comme un capital temps qui vous donne des dividendes que vous pouvez replacer un peu quand vous le voulez et où vous le voulez. Donc, apprendre à se débrancher. Alors, la clé, et c'est la fin de mon exposé, c'est comment s'adapter. Comment faire pour s'adapter à cette révolution numérique? D'abord, on va assister à quelque chose qui est en discussion partout dans le monde entier en ce moment, c'est que le contrat de travail, le salariat dans des entreprises pyramidales et verticales est en train d'être discuté dans le monde entier. L'entreprise, en fait, avec ses murs, est un système hiérarchique qui est fait pour surveiller, d'une certaine manière, et réguler, contrôler les gens qui ont signé un contrat de travail. Dans le cadre d'un contrat de travail, vous engagez à vendre votre temps contre des objectifs de l'entreprise que vous devez accomplir. Donc, pour être sûr que votre temps est bien utilisé à ça, on a des murs, on a des bureaux, on a une hiérarchie avec des gens en haut et des gens en dessous. Ça, c'est en train de changer. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, les pyramides sont en train de s'aplatir, autant les pyramides politiques, vous en voyez les répercussions en ce moment, que les pyramides traditionnelles d'entreprise. Donc, on va vers une discussion du salariat. Ici, vous voyez qu'aux États-Unis, le travailleur indépendant représente 27% du travail fait aux États-Unis dans le PIB. En 2030, il y aura 44 millions d'Américains travaillant sur une base indépendante. Et déjà, 30% des millennials dont je vous ai parlé sont des indépendants à plein temps. Ils sont des intermittents du spectacle, si j'ose dire. Ils passent souvent d'un job à l'autre, mais ils sont des indépendants. Et de plus en plus, les entreprises vont se transformer, comme je le disais pour les imprimantes 3D, en coopératives d'indépendants. Retenez bien ça pour 2030. Le nombre des millennials est passé de 1,9 million indépendants en 2011 à 5,35 millions en 2015. Donc on va vers une autre structure des entreprises à cause des indépendants, un autre management. Dans une coopérative d'indépendants autorégulée par eux, qui trouvent des jobs et qui passent d'un job à l'autre, il va falloir une forme de management différent. Pas un management centralisé, pas un management de contrôle, mais un management incitatif, un management de vision, un management de communication, un management de partage, de confiance dans les gens. Donc vous voyez qu'en France déjà, ça s'est accru de plus 25% en 5 ans, il y a 2,8 millions d'indépendants. Et donc pour que l'entreprise s'adapte à cette révolution digitale, c'est l'objet de vos 2 journées de travail, c'est de passer d'une notion qui était proche du surf d'ailleurs, c'est pour ça que je vous en parle et que je vous ai passé cette petite vidéo d'1 minute 30 au début, c'est que nous sommes dans un monde de rapports de force. On le voit en ce moment avec les syndicats contre le patronat, les syndicats contre le gouvernement, les militaires en ce moment qui s'opposent dans différents pays avec combien d'armements dont ils disposent. Jadis, et c'est encore malheureusement le nombre de têtes d'ogives nucléaires, combien ils en ont. Rapport de force conduit à un blocage, parce qu'on ne peut en sortir que par une escalade. L'escalade, c'est tantôt l'un prend le dessus, l'autre doit le reprendre tout de suite. Donc on est dans une situation discontinue, dangereuse, déséquilibrée, fragile. Le rapport de flux, c'est complètement différent. Le rapport de flux, c'est un échange d'informations, un échange financier, un échange de connaissances, comme ce réservoir que vous voyez en haut, qui se remplit et se vide en même temps, mais qui se stabilise grâce à un flotteur qui contrôle le robinet d'arrivée d'eau, de telle sorte qu'on a un niveau constant dans le réservoir. Je ne dis pas un niveau statique, c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon scientifique, un état stationnaire. Toutes les molécules d'eau se renouvellent, c'est le turnover,
mais en même temps, le niveau, je peux me tracer un trait au stabilo sur la paroi en verre et il reste constant. Donc le rapport de flux, c'est un rapport positif d'échange entre les gens, le win-win. Je donne ceci, je donne cela. Je sais ce que je donne, je sais ce que je reçois. Et donc il faut que l'entreprise de 2030 aille vers ça, grâce au numérique, comme vous l'indique ce schéma. Une entreprise fluide, encore une fois ma métaphore du surf, une entreprise fluide au pouvoir transversal grâce au numérique, plutôt et décentralisée, comme vous le voyez sur le schéma d'au-dessus, plutôt que l'entreprise pyramidale traditionnelle au pouvoir du chef et aux exécutants qui sont en bas. Donc, grâce au rapport de flux, les gens vont comprendre qu'il est plus important d'échanger, de partager, grâce au numérique notamment dans l'entreprise, que de garder pour soi son marché, ses secrets, pour éviter la concurrence et la compétition des autres. Donc, disons, l'équilibre de l'entreprise, la culture de l'entreprise est en train de changer grâce au numérique. Elle se transforme, je l'ai dit pour GAFA et pour Natu. Ces entreprises se transforment, et c'est la clé du succès de 2030, se transformeront de plus en plus en plateformes. Qu'est-ce qu'une plateforme? Ça a été très très bien décrit par le livre de Phil Simon, The Age of the Platform. Une plateforme, c'est un écosystème adaptable qui intègre rapidement des nouveaux produits et de nouveaux services grâce à ses clients, à ses prosumers, participants, ses partenaires, aux technologies du numérique et aux bénéfices mutuels des acteurs, les pronétaires et les stockers de big data. C'est le win-win. La plateforme, c'est un exemple des entreprises de 2030 grâce au numérique. Et c'est un message que j'aimerais beaucoup vous faire passer parce que je le considère comme très important pour l'avenir. Quelle stratégie numérique pour vos entreprises de 2030? D'abord, engager des Chief Digital Officers, en anglais CDO. Les Américains, dans le monde entier aujourd'hui, on considère que la triade clé du management de l'entreprise digitale, c'est le CEO, le CFO et le CDO. En d'autres termes, le Chief Executive Officer, le Chief Financial Officer et le Chief Digital Officer. Moi, je propose de traduire, et le mot commence à se répandre sur Internet, le CDO en français par le DIN, le DIN ou la DIN, c'est-à-dire le directeur ou la directrice de l'intégration numérique. Soyez des DIN, oubliez les DSI, c'est fini les DSI. Hein. Il y en a dans la salle, je sais, ne m'en voulez pas. Mais les directeurs des services informatiques, c'est un truc ringard. Moderne, c'est DIN, directeur de l'intégration numérique. C'est-à-dire que l'entreprise, il y en a qui croient qu'elles sont numériques parce qu'elles ont un site Facebook ou elles ont un site Internet. Elles comptent le nombre de likes sur Facebook. Une entreprise digitale, elle est du haut en bas, du bas en haut et sur les côtés, entièrement numérisée dans ses relations avec ses clients, dans ses relations internes pour le management, utilisant tous les outils modernes du management numérique. C'est la pyramide inversée. Il y a eu des très bonnes émissions à la télé que vous avez peut-être vues récemment, où un patron montrait une pyramide inversée avec lui en bas et les salariés au-dessus, en disant c'est eux qui font le boulot, moi je suis l'inspirateur, c'est moi qui donne la vision, c'est moi qui donne la stratégie. Donc, des CDO ou des DIN, une formation numérique par les MOOC, utiliser les algorithmes de productivité, le Customer Relation Management numérique, qu'on appelait jadis le marketing digital, mais faire en sorte que ça vienne dès vos clients plutôt que d'aller vers eux, inverser le marketing, et de faire en sorte que vous puissiez tous avoir dans l'entreprise une culture numérique. Parce que la culture numérique, ce n'est pas seulement le savoir-faire d'utiliser un outil numérique verticalement, c'est une culture transgénérationnelle qui doit appartenir à toute l'entreprise. Ayez la même culture numérique que celle des stagiaires de 20 ans ou de 25 ans que vous engagez et des pré-retraités de 55 ou 60 ans. Ayez la même culture numérique. C'est la clé du succès des entreprises du futur. Et le manager ou la manageuse augmentée, ce ne sont pas seulement des gens qui sont bourrés de technologie, comme on l'a cru, avec des tableaux de bord consultables à tout instant en temps réel. Non. Le manager ou la manageuse augmentée, ce sont des gens qui savent travailler avec les gens. C'est-à-dire qui savent recréer le lien social, le lien humain, l'écoute, la confiance. Je vais vous donner les critères du management du futur. Et les manageuses, je dis qu'en 2030, 2040, 2050, les entreprises qui n'auront pas au moins 50% de femmes dans leur comité exécutif seront en voie de disparition ou auront déjà disparu.
Donc la manageuse du futur, compte tenu de sa vision du monde, de ses valeurs, de sa capacité à travailler en réseau, de sa capacité à s'interconnecter, d'avoir des valeurs autres que simplement les valeurs de profit, mais des valeurs humaines, des valeurs d'environnement, des valeurs d'éducation, me conduisent à ces 5 clés du management de l'entreprise digitale du futur, valable pour les hommes et valable pour les femmes, bien entendu. Ces 5 éléments, le charisme, la vision, capable d'entraîner les gens et de les motiver, les valeurs, se fonder sur des valeurs profondes pour donner envie aux gens de travailler avec vous, l'écoute, ce qui manque à nos politiques, c'est l'écoute de cette génération montante, et la confiance. Et j'ajouterai le respect des gens, le respect des diversités. L'écoute et la confiance sont fondamentales dans le management du futur. Et donc, voilà mes trucs, mes tuyaux, mes conseils pour vous, les managers du futur de ces organisations fluides de 2030, c'est d'accompagner le pouvoir transversal, aider les gens à communiquer entre eux sur vos intranets et à l'intérieur de l'entreprise, utiliser les réseaux sociaux internes de l'entreprise, favoriser l'intelligence connective, collaborative et collective. Manager par catalyse. Le mot de catalyse peut sembler un peu bizarre, mais il est déjà enseigné à Harvard Business School et à l'INSEAD. La catalyse, c'est de créer les conditions pour que des choses puissent se faire alors qu'elles mettraient très longtemps à se faire si les produits, si les molécules ou si les structures n'étaient pas ensemble les unes avec les autres. Donc la catalyse, ça veut dire favoriser l'intelligence collective des gens en leur donnant les moyens techniques, les moyens humains et les ressources financières pour qu'ils puissent résoudre les problèmes qui se posent à eux à l'endroit où ils sont. C'est ça le management par catalyse et c'est la clé. Retour en arrière. Importer dans l'entreprise les outils du net, Facebook, Twitter, les blogs. Utiliser la culture numérique des millennials. Prenez des stagiaires de 25 ans. Moi, des grandes entreprises que je conseille me disent « J'ai compris, monsieur Dronet, l'entreprise digitale, on va s'y mettre. On a déjà un site Internet, mais on va s'y mettre. Qu'est-ce que vous me suggérez de faire ?» Je dis « Engagez des gens de 20 ans et de 25 ans comme stagiaires. En 6 mois, ils vont faire plus de boulot que vos ingénieurs en 3 ans. Parce qu'ils ont cette culture-là. Ils savent avec qui travailler. Ils connaissent Upwork, ils connaissent WeWork, ils connaissent Square, qui sont des logiciels que vous connaissez peut-être, disponibles sur Internet. Upwork, c'est un Airbnb des bureaux. C'est une espèce de club de gens qui savent faire des trucs et qui l'échangent avec d'autres. Upwork, c'est de trouver la personne que vous voulez au moment où vous la voulez ou de vous proposer, vous, pour un job donné. Et Square gère tout. Donc, cette génération du millénium connaît ces outils. Ils sont dans un écosystème numérique où, à 2 clics de souris, ils ont la personne qu'il faut et le logiciel qu'il faut. Jadis, on allait acheter des progiciels à la Fnac, dans des boîtes en carton, sur des CD. Maintenant, tout est disponible. Il y a des millions d'applications téléchargeables pour votre travail dans l'écosystème. Eux le savent. Cette culture de la génération du millénial le sait. Donc, engagez-les, faites-les travailler dans les entreprises. Ils vont changer votre boîte de l'intérieur. Promouvoir le lien humain et le lien social. Au-delà du numérique, retour à l'humain. Ce sont les meilleurs capteurs dans l'entreprise de tout ce qui se passe. Ils connaissent les tendances, ils connaissent les gens. Il faut les transformer en veilleurs, en informateurs pour eux-mêmes et pour les autres. Donc, promouvoir le lien humain et le lien social et l'innovation à tous les niveaux. Parce que jusqu'à présent, l'innovation est un système linéaire, c'est-à-dire découverte, invention, prototype, innovation mise sur le marché. Maintenant, écoutez bien ce mot, il faut promouvoir des systèmes innovants. Des systèmes innovants, c'est Internet, par exemple, ou c'est votre smartphone. Internet, ce n'est pas une innovation. C'est fait de TCP/IP, de mails, de communication de gens entre eux. Le GPS de votre voiture, c'est un système innovant. Il est fait de plusieurs systèmes. Donc, pour promouvoir les systèmes innovants, il faut faire de la catalyse pour rapprocher les idées dans l'entreprise, les faire converger, catalyse, convergence et émergence. Et de cette catalyse, de cette convergence et de cette émergence vont émerger des systèmes innovants. La clé du futur, ce n'est pas l'innovation. On nous rebat les oreilles, politiques et industrielles, avec l'innovation. L'innovation, on voit un produit. Pourquoi on n'a pas fait le smartphone? Pourquoi on n'a pas inventé Google? Ce n'est pas ça du tout. C'est les systèmes innovants qui sont importants, l'interconnexion de plusieurs innovations dans un écosystème qui va changer les choses pour le futur. Donc nous allons de plus en plus, je reprends ce mot de symbiose, ce que j'ai appelé dans mon livre en 1995 l'homme symbiotique, le symbionet, un web de plus en plus interconnecté, dont il faudra savoir aussi se débrancher, un web qui va conduire à une interconnexion de plus en plus étroite,
une nécessité de gestion du temps et de l'information, et surtout à des valeurs. Et je voudrais terminer par ce petit tableau que je voudrais que vous reteniez, parce que c'est un peu mon message pour l'entreprise 2030 fluide du futur. C'est que le numérique, c'est bien, le lien humain, le lien social, c'est fondamental, la compétition, la valeur ajoutée, mais l'important, ce sont les valeurs. Sans les valeurs, on n'y arrivera pas. On se fera bouffer par GAFA ou par Natu. Il faut partager l'information et respecter ceux qui ont de l'information, qui sont des sources importantes pour votre travail. Il faut pratiquer la solidarité et la générosité. Avec les réseaux sociaux et avec l'Internet, on peut envoyer des mails à des gens avec un lien en disant « clique dessus, c'est important pour ton métier, pour ton boulot ». Il faut pratiquer l'empathie, se mettre à la place des autres pour comprendre leurs émotions. Et l'altruisme, ce n'est pas un altruisme bisounours de type naïf, je fais le bien. Non, c'est un altruisme fort, win-win. Je donne, je reçois. Respecter les diversités des gens dans l'entreprise. Ils ont des niveaux de formation différents, ils sont à des stages hiérarchiques différents, ils viennent de cultures différentes, de pays différents. Respecter les diversités, respecter les autres. Vous voyez que ce mot de respect vient 2 fois dans mes valeurs. L'éthique, être irréprochable sur le plan éthique dans ce que l'on fait, dans les contrats qu'on lance, dans les relations qu'on a avec d'autres pays pour des marchés nouveaux, et développer partout la notion d'entrepreneur, d'entreprendre. Le mot de venture capital en anglais, ça ne veut pas dire le capital risque, ça veut dire le capital aventureux, qui sait où il faut aller pour créer du nouveau et prendre des risques. Et enfin, je termine par ces 4 mots qui sont un peu notre slogan à Universcience, qui, je vous le rappelle, regroupe la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte. C'est comprendre, vouloir, aimer et construire. Ça veut dire comprendre le monde compliqué dans lequel on est. Vous l'avez vu par ma conférence. On est dans un monde complexe. J'ai parlé de numérique, j'ai parlé de biologie, j'ai parlé d'environnement, j'ai parlé d'énergie. Il faut vouloir ce monde qui vient. Si on ne le veut pas, il va nous tomber sur la tête. Il faut le vouloir avec ceux qui le font avec nous en même temps. Et paradoxalement, le mot peut paraître bizarre ici, il faut l'aimer. J'essaye tous les jours de ma vie, en écrivant des livres ou en travaillant à la Cité des Sciences et de l'Industrie, où je vois des quantités de jeunes toute la journée, de leur faire aimer le futur. On en a peur, on est sceptique. Tous les médias nous montrent un futur catastrophique, soit parce que le réchauffement climatique, les tsunamis, les virus Zika ou les autres vont nous détruire progressivement, et bien entendu le risque du terrorisme. Ça existe, mais voyons les choses positivement, comme le font certains pays comme les Danois, qui sont en haut de l'échelle des pays les plus positifs, je n'ai pas dit optimistes, mais positifs pour construire l'avenir. Et puis, je termine par ce mot de construction. L'œuvre de construction de sa vie, c'est la chose la plus importante qu'on puisse faire, en adaptant sa vie à ses souhaits, à sa famille, à sa vie professionnelle. Faire de sa vie une œuvre originale, la créer. Mais encore mieux, c'est créer collectivement la vie à venir, c'est-à-dire de créer l'avenir plutôt que de subir l'avenir que les autres nous proposent. Et on en voit les résultats en ce moment. Je vous remercie. Merci. Merci. Micro. Merci. Il marche là ? Oui. Merci Joël de René, bravo. Merci pour cette intervention très, très inspirante. On va peut-être prendre 1 ou 2 questions, pas plus, puisqu'on a pris un petit peu de retard. Donc n'hésitez pas si vous avez une question à poser à Joël de René. Des questions ou un commentaire, allez-y, on va vous passer un micro. Bonjour. Oui, bonjour. Je vais en profiter. Olivier Laborde, Natix Assurance. Olivier Laborde, je vous ai vu hier soir. Je vous ai Exactement, vu merci. Content de vous réécouter. Merci beaucoup déjà pour cette belle intervention inspirante. Je voulais savoir, vous parlez d'adaptabilité et de prise de risque et d'innovation. Comment ça peut se traduire dans une grande entreprise, d'après vous ? Alors d'abord, dans la prise de risque et l'innovation, comme je l'ai dit, l'innovation, elle doit être partout. Déjà dans l'entreprise, il faut éviter ou éliminer, je m'excuse si je choque certains, les directions de l'innovation ou les départements de l'innovation. Première chose, ça va concentrer ceux qui croient savoir comment innover. Il faut que l'innovation soit une culture transgénérationnelle, comme je l'ai dit pour le numérique, dans toute l'entreprise. D'où la nécessité de former les gens avec des MOOC ou des SPOC à l'innovation. Comment on innove ? Je vous rappelle les 3 clés que tout le monde connaît, c'est découverte, invention,
Innovation. La découverte conduit à une publication scientifique, l'innovation conduit, l'invention conduit à un brevet et l'innovation à un prototype commercialisable. Ça, c'est la vision classique. Mais il faut promouvoir les systèmes innovants, apprendre aux gens à faire converger des idées, donc à se parler, donc à s'écouter, donc avoir des bases de données, des moteurs de recherche et du big data interne avec des moteurs qui permettent de le creuser, donc de favoriser les systèmes innovants. Donc, un, se parler, deux, favoriser les systèmes innovants, casser les cloisons et les barrières, éviter les baronnies des directions de l'innovation ou des départements de l'innovation, et enfin, faire venir des jeunes du millénium, c'est-à-dire des stagiaires de 20 ans, de 25 ans, garçons et filles, travaillons ensemble, qui tout de suite vont comprendre les problèmes de votre entreprise et vous les régler avec tous les outils dont ils disposent dans l'écosystème numérique. Voilà les moyens de changer l'innovation dans l'entreprise aujourd'hui et demain. Bonjour, merci. Bonjour. David Godas, Société Dolmen. Vous avez employé beaucoup de termes extrêmement riches. Il y a un mot qui n'est pas apparu pour moi, qui est le mot émotion. Emotion. Voilà. L'émotion. Voilà. Et en fait, je voudrais savoir ce qui fera que demain, ce soit moi ou ce soit Google ou Facebook qui me disent tiens, c'est le moment que tu aies une émotion positive avec la personne qui est à côté de toi. Est-ce que ce sera vraiment un algorithme externe qui me proposera d'avoir cette émotion ou est-ce qu'il m'en restera encore de manière humaine? Qu'en pensez-vous? D'abord, vous touchez un point extrêmement sensible actuellement dans le marketing moderne et dans les produits qui sont offerts aux gens. Et je vais, pour preuve, vous donner le nom d'un visionnaire que vous connaissez parfaitement qui s'appelle Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin a écrit dans son livre « L'âge de l'accès », « The Age of Access », déjà il y a au moins une dizaine d'années, que la propriété des choses allait certainement continuer, mais progressivement être complémentée par la volonté de partager des émotions. D'où ce que prédisait Jeremy Rifkin, le succès des stades sportifs, maintenant c'est les e-sports, où les gens jouent à des jeux vidéo numériques dans des stades de 10 000 personnes, le Club Med et les voyages ensemble, les visites de plus en plus grandes de gens qui vont de l'Arctique, alors en ce moment dans les pays d'Europe centrale, ça devient de plus en plus difficile à cause de tout ce que vous savez, le partage de l'émotion dans des musées, venir à la Cité des Sciences, ce n'est pas simplement apprendre des choses, c'est partager avec d'autres en groupe des émotions. Donc, Rifkin avait raison et je vais dans votre sens. De plus en plus, les entreprises pensent à des produits-services qui sont à la fois utiles et émotions. Notre smartphone, c'est un outil utile, mais extrêmement émotionnel. J'ai l'émotion en l'ouvrant. Je me dis quel mail je vais recevoir. Qu'est-ce qui va m'envoyer une photo? Quel est le dernier tweet? D'ailleurs, vous êtes tous en train de tweeter. Je vais regarder tous les tweets sur @de_René_Joël tout à l'heure. Je vais regarder les tweets sur @de_René_Joël et j'aurai plein d'émotions. Et je vais remercier certains d'entre vous qui m'ont communiqué leurs émotions. Donc, vous avez raison. Un des prochains grands sujets des entreprises de 2030, c'est de trouver des produits, services et assistances qui suivent, puisque je l'ai dit, c'est la triade, le produit, le service et le lien humain, le lien social, fondés pas seulement sur l'utilité pratique, mais l'émotion. Je vous propose de juste prendre une dernière question, puisqu'on est en retard. Là-bas. Alors, vous êtes tout au bout, tout au fond dans le noir. Oui, voilà, mais j'ai tout entendu. Coucou. Vous parlez d'un monde hyper connecté dont le futur dépend. Et à côté de ça, des Google, des GAFA, des Natou qui sont eux-mêmes des wall gardens, ce qu'on appelle. Les wargames? Non, des wall gardens, mais aussi des wargames, ça peut se résumer aussi à ça parfois, qui sont en fait des plateformes, des marchés très fermés, puis des technologies très fermées. Vous parlez des jeux sérieux? Je ne vous entends pas bien et je ne vous vois pas du tout, donc je ne peux pas lire sur vos lèvres en même temps. Vous pouvez vous avancer un peu? J'arrive. Non, j'arrive pas jusque-là. Donc juste, je reprends. Vous nous parlez d'un monde extrêmement connecté. C'est un commentaire ou une question? Non,
C'est une réflexion. Vous nous parlez d'un monde C'est une extrêmement... réflexion. Ouais, une question. Vous nous parlez d'un monde extrêmement connecté, dont le futur dépend. On est d'accord? Et d'un autre côté, on est quand même soumis à des sociétés qu'on connaît bien, donc les Google, les Facebook, vous en avez parlé tout à l'heure, les GAFA, les Natou, qui sont eux-mêmes des plateformes extrêmement fermées. Les données qui sont dans l'un ne sont pas dans l'autre et les échanges n'ont pas lieu. Qui va gagner? Écoutez, je trouve que c'est une question, ce n'est pas la question de fin d'une conférence, c'est une question qui demanderait 2 heures d'intervention sur le pouvoir. Alors, je vais répondre sur le qui va gagner. Venez le 2 juin à la Cité des Sciences, à notre forum Changer d'air, dont le thème de cette année est l'empowerment à l'ère des réseaux sociaux, où justement on pose la question de qui peut gagner, pas qui va gagner, mais qui peut gagner dans ces luttes de pouvoir dans un monde fermé, pour que l'ouverture permette à chacun de créer son propre avenir, comme je l'ai dit à la fin. Donc voilà, le numérique peut nous y aider, mais ce n'est pas sûr, il y a encore du boulot. Merci, on va clôturer cette séance. Merci encore à Joël de René et bravo pour cette intervention très inspirante.